Est-ce qu'on attend encore des gens? Ou est-ce que tout le Mais monde est là? il va y avoir quelques retardataires, mais tu peux commencer, Pierre. On peut commencer. Alors, c'est quoi ça? Partager avec des personnes? Non, c'est bon. Ah oui, il est là. Et sur Zoom, il y a un chat ou pas d'ailleurs pour poser les questions? Vous intervenez à l'oral parce que j'ai pas l'habitude. Ils peuvent intervenir à l'oral et s'il y en a qui veulent poser des questions en chat, ils peuvent le faire. D'accord. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas à intervenir pour que la séance soit la plus interactive possible. J'ai pas l'habitude de faire en distanciel, mais bon, faut bien un début à tout. Alors là, j'ai une notification, c'est ça. Le chat, il est là. Il n'y a que moi qui n'entends pas. Tout le monde m'entend? Si vous pouvez envoyer un petit message dans le chat pour voir Oui, si tout est OK. oui, 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 on c'est vous bon. entend. Oui, Bon, bah, oui. go. Alors, le programme de la matinée, donc là, on va être ensemble jusqu'à midi. Il va être multiple. On va déjà commencer par corriger le concours blanc et surtout les questions que j'ai faites donc de chimie organique. On reviendra sur les difficultés que vous avez pu rencontrer, pourquoi pas sur les deux précédents cours qu'on a déjà eus, histoire que ces notions soient déjà bien acquises et qu'on puisse passer à la suite. On traitera par la suite les alcools, qui est une nouvelle classe chimique qu'on n'a pas encore traitée. Donc on aura tout un cours théorique qui suivra la même découpe que les autres classes chimiques, hein, c'est-à-dire les généralités, la stéréochimie, la nomenclature, la réactivité, les différentes classes réactionnelles. Ce sera suivi de 3 QCM d'entraînement. Donc c'est vrai que je vous incite à être le plus actif pendant la séance. Alors je sais que c'est difficile de tenir en distanciel. En général, on a tendance à vite lâcher, et moi le premier. Mais essayez, je ne sais pas, d'avoir un petit brouillon pour au moins griffonner les grandes réactions les plus importantes, histoire que vous puissiez répondre au QCM à la fin. Donc ce sera un QCM de cours et 2 QCM du coup de réaction que j'ai fait moi-même. Et pour les amines après, ce sera exactement pareil, un QCM de cours et 2 QCM de réaction, une fois qu'on aura vu toute la classe. On démarre? 1, 2, 3. Allez. Alors là, vous aviez Salut. le concours blanc du coup. Question 1. Donc c'est une question que vous avez eue à l'instant. À propos des effets électroniques, quelles est ou quelles sont là ou les propositions exactes? Donc l'effet inductif concerne les liaisons. Ah, pourquoi ça apparaît pas pi et sigma sur le diapo? Il doit y avoir une erreur. Hop, pourquoi ça apparaît pas? Bon, je sais pas. Bon, du coup, c'était. De toute façon, vous avez le sujet encore ou pas? Parce qu'il y a eu un petit bug. Je crois que le piège, c'était sur l'effet inductif concerne les liaisons. J'avais dû mettre les Pi. liaisons. Pi, c'est ça dans le sujet? Oui, je crois bien. Bon, l'effet inductif concerne les liaisons pi. La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons sigma. L'effet inductif est défini par la polarisation d'une liaison. Là, j'avais dû mettre pi résultant de l'existence d'une mésomérie dissymétrique. Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. Vous avez répondu quoi? DE. DE? Il y a d'autres réponses? Moi aussi, des E. DE? Eh ben, Oui, c'était moi DE. aussi. Du coup, la A faux, l'effet inductif concerne les liaisons sigma. La mésomérie est une conséquence de la délocalisation des électrons pi. Et c'est faux, c'est la définition de l'effet mésomère. Après, DE, c'était textuellement dans le cours. Théoriquement, tout était dans les diapos. Y a-t-il des questions par rapport à ça, par rapport à la notion de liaison pi, liaison sigma? Faut-il y revenir? On peut passer à la suite. N'hésitez pas. On peut passer à la suite ou faut revenir sur ces notions? On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Alors, deuxième question, c'est une question de stéréochimie, qui était inspirée d'ailleurs des annales du concours. Donc, et la première question, oui, la première question était aussi une question inspirée d'annales de concours, hein. Donc, vous voyez qu'au final, chimie organique, pas trop compliqué, hein. Donc, question 2 à propos des molécules suivantes. Quelles et ou quelles sont là où les propositions exactes? Donc, les molécules 1 et 2 sont des énantiomères. Les molécules 2 et 3 sont des isomères. 3 et 4 énantiomères. La molécule 4 est de configuration R. La molécule 4 est de configuration S. Vous avez répondu quoi?
A et D. A et D. Oui, moi aussi, A et D. A et D. D'autres réponses? ACD. A, C, D. Donc, c'était AE. Donc la A était vraie. Les molécules 1 et 2 sont des énantiomères. Vous voyez que si on mettait un miroir ici, la molécule 1 serait l'exact reflet de la molécule 2 et non superposable à celle-ci. Donc ça, c'est la définition du coup d'un composé énantiomère dans la représentation de crâne autour d'un carbone asymétrique. La B, faux. Ce ne sont pas des isomères vu que la molécule 2 a 3 carbones et la molécule 3 a 4 carbones. Vous voyez ici, la molécule 2, elle avait 2, 3 carbones. Et ici, 2, 3, 4 carbones. Vous voyez ou pas mon curseur quand je le déplace sur l'écran? Oui, on le voit. On le voit? Oui. Donc ça ne pouvait pas être des isomères vu qu'il n'y avait même pas la même formule brute à la base, un nombre de carbones différents. Donc c'est faux, ce sont des isomères de conformation 3 et 4. Donc en effet, ils n'étaient pas énantiomères, vu qu'en fait, si vous essayez de reproduire la position des molécules 1 et 2 avec la molécule 3 et 4, vous avez dû vous rendre compte qu'à un moment, il fallait casser une liaison et que ce n'était pas la même configuration. Du coup, vous vous rappelez la différence? Conformation, rotation, configuration, rupture. Du coup, ça ne marchait pas, ce n'était pas des énantiomères, c'était juste des isomères optiques de conformation. Et la molécule 4, elle était de configuration S, parce que du coup, ici, vous aviez la position 1 avec le groupement hydroxyle. Ici, avec le groupement carbonyle, vous aviez la position 2, vu que quand on arrivait au niveau de la deuxième ligne, carbone, 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 qu'est-ce que j'ai en troisième ligne? Bah, j'ai oxygène, hydrogène, hydrogène. Carbone, pardon. Oxygène, hydrogène et carbone. Donc, l'oxygène l'emportait. Ensuite, deux carbones, un carbone, la position 3 était pour le C2H5. On remarquait qu'en position 4, eh ben, celui-ci était placé en arrière du plan. Du coup, on pouvait appliquer les règles de lecture de Kahn, Ingold et Prelog. Du coup, ça faisait 1, 2, 3. On tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'était donc la configuration Sinister. Est-ce que vous avez des questions? Parce que certains avaient répondu la configuration R. Moi, je n'avais pas compris comment on peut connaître le sens, en fait, pour R et S. Alors, le sens, en fait, d'abord, tu as ton composé. Du coup, là, tu as ta représentation de crâne autour de ton carbone asymétrique. Et après, il va falloir ordonner les différents composés. Comment tu les ordonnes? C'est les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Du coup, qui en fait sont des règles chimiques qui ont été établies de façon arbitraire, donc il n'y a pas de logique récemment derrière. C'est un ordre de priorité des atomes les uns par rapport aux autres qui va te permettre de les ordonner. Tu sais que l'oxygène l'emporte sur le carbone. Du coup, bah, tu as ton carbone asymétrique en première position. C'est-à-dire le premier atome relié à celui-ci, j'ai quoi? Oxygène, carbone, carbone, deux carbones. Du coup, c'est l'oxygène qui l'emporte, il sera en position 1. Ensuite, pour départager les deux autres, j'ai un carbone, sauf que ce carbone est relié à l'oxygène et ici relié à l'hydrogène, ce sera la position 2. Ici, j'ai deux carbones et un carbone, 5 hydrogènes, 3 hydrogènes, ce sera la position 3. Pour pouvoir lire le sens, il faut toujours se rappeler que le groupement 4 doit être en arrière du plan, ce qui est le cas ici. Donc, je vous rappelle que des flèches en pointillé signifient que le groupement est en fait placé derrière et qu'une flèche pleine signifie que le groupement est passé devant. Il faut imaginer que c'est une structure pyramidale, quoi, cette représentation de crâne pour des molécules comme ça. Du coup, le groupement 4 étant en arrière du plan, j'ai 1, 2, 3. Je tourne dans quel sens? Je tourne comme ça. C'est les sens inverses des aiguilles d'une montre. C'est donc la configuration Sinister S. Là, c'était la partie du cours. C'est compris ou pas? C'est difficile d'expliquer sans vous voir en vrai. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'était les trucs qu'on avait vus là. Tu vois, si tu veux réviser un peu, bah, tu as tout là. Hop, avec la hiérarchie des substituants. 4 substituants derrière. Donc voilà, vous avez le matos pour réviser.
Bon, c'est pas aussi complet que ce que vous ferez l'année prochaine. Allez, question 3, à propos des alcanes, question de cours qui était aussi... Ah non, celle-là, elle n'était pas du tout inspirée concours, c'est moi qui l'avais faite. Donc, la principale réactivité des alcanes est la substitution radicalaire d'halogénation. Le mécanisme radicalaire est constitué de 3 phases, la phase d'initiation, la phase d'élongation et la phase d'arrêt. Les radicaux sont des espèces furtives de durée de vie très courte et riches en électrons. Les radicaux intermédiaires les plus stables sont les radicaux tertiaires, c'est-à-dire les radicaux dont le carbone portant l'électron libre est substitué par 3 carbones. Lorsqu'on met un alcane avec du diode, il faut chauffer et éclairer à l'aide d'une lumière vive. Vous avez répondu quoi? Moi, D et E. D et E. Qui d'autre? A, B, C, E. A, B, C, E. BDE, moi, j'ai mis. A, B, C, E. Qui a mis ADE? J'ai entendu quelqu'un qui a dit ADE. Non, j'ai dit A, B, C, E. Ah, ok. Bon, bah, du coup, c'était ADE. J'ai cru que j'avais entendu la bonne réponse. Et en plus, vous abusez parce que ce QCM-là, je vous l'avais donné dans le petit pack de QCM. C'était pour voir ceux qui l'avaient fait, pas fait. Mais du coup, pour le B, c'était pas élongation, mais propagation, c'est ça? Ouais, c'est Ok. le genre de piège de merde que j'adore. Donc, le mécanisme radicalaire constitué de 3 phases, initiation, propagation et phase d'arrêt. Les radicaux, c'est des espèces furtives de durée de vie courte qui sont déficitaires en électrons et pas riches en électrons. Donc ça, c'était une phrase de cours. Et ça, bah, c'était quand même la grande structure d'un truc qui prend plusieurs diapos. Donc, et après, voilà, le reste, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. On peut passer à la dernière. Ouais. Oui. Alors, du coup, là, vous aviez une réaction typique chimie-orga. Donc, c'était un peu pour vous entraîner par rapport à ça, qui est aussi inspiré de concours. J'ai juste un peu adapté. Mais c'est pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Et commencer à avoir la logique, vu que c'est avec ce genre d'item que j'espère après, vous pourrez mieux comprendre la chimie organique et trouver vos méthodes pour l'apprendre. Donc, à propos du composé 1, quelle est ou quelles sont là ou les propositions exactes? Donc, du coup, on avait quoi? Moi, en général, ce que je faisais en chimie organique, au tout début, je ne regarde jamais les questions. Ça, je m'en fous. Je regarde ma réaction, j'essaye de trouver le 1 et je le dessine sur mon brouillon. Parce que le problème, c'est que les items après, ça vous influence trop et ça peut vous déstabiliser, partir en vrille. Hein. Donc, vous aviez un alcyne. Donc, ça, on l'a vu, c'est que la chimie, vous la maîtrisez. Cet alcyne, il était dissymétrique, vu que les deux radicaux R étaient différents de chaque côté. CH3, CH2, CH3. Il ne faut pas être déstabilisé parce qu'en général, dans les cours, vous avez remarqué qu'en général, je mets toujours radicaux R. R, alcyne, R'. Au concours, c'est courant qu'en général, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure quand on fera d'autres QCM, ils gonflent les radicaux R avec du coup plein de petits groupements. Bon là, ils étaient relativement courts, mais du coup, sur certaines réactions, ça peut un peu perturber. Oui? Quelqu'un qui parlait? Non? Du coup, ce composé alcyne, on lui applique du dihydrogène et du palladium désactivé pour donner le composé 1. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Un alcène. Un alcène, bonne réponse. Du coup, vous avez répondu quoi? La B. La B? Rien d'autre? Oui. Moi, la B et la D. BD? Qui a mieux? BDE. Ouais, c'est BDE. Du coup, on obtenait ce composé. Donc là, A était faux, ce n'était pas un alcane, c'était un alcène. L'alcène est de configuration Z grâce à un mécanisme de 6 additions. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais expliqué sur l'attaque d'une plaque métallique sur laquelle sont greffés des hydrogènes, ici une plaque de palladium sur laquelle sont greffés du dihydrogène en laboratoire, qui est appliquée d'un seul côté de la molécule, provoquant donc une hydrogénation qui est unilatérale. Ensuite, donc la C était logiquement fausse. L'ozonolyse réductrice O3ZN sur I
1, pardon, suivi d'une hydrolyse conduit à 2 aldéhydes. On l'avait vu, oui, ça conduisait bien à 2 aldéhydes. Donc l'ozonolyse tout court, pour rappel, conduirait sur ce type de molécule à 2 aldéhydes immédiatement transformés en 2 cétones, alors que le fait qu'il y ait la présence de zinc dans le milieu réactionnel empêche l'oxydation du composé intermédiaire que sont les aldéhydes, qui restent dans le milieu réactionnel et caractérise l'état final de cette réaction. Et le composé 1, qui était donc des aldéhydes, un alcène, peut subir des additions électrophiles. Ça faisait partie des grandes réactivités qu'on avait vues au tout début du cours des alcènes. Mais juste pour la D, mais du coup, pourquoi il y a une hydrolyse s'il y a du zinc? Ah, bah en fait, tu reverras souvent dans les réactions de chimie orga, suivi d'une hydrolyse. Ça signifie que dans tes réactions, en fait, tu as de l'eau. Mais vu qu'il y a mais on n'a pas vu aussi, du coup, que vu qu'il y a du zinc, on ne peut pas avoir une oxydation des. Non, en fait, ouais, je vois. Bah, en fait, c'est le truc qui est un peu tordu. C'est qu'on a l'impression qu'hydrolyse, c'est une réaction chimique en plus. Tu fais une ozonolyse réductrice suivie d'une hydrolyse. Sauf qu'en fait, c'est juste que tu as de l'eau dans ton milieu réactionnel qui peut servir, par exemple, à baisser ta température réactionnelle à la fin de la réaction, qui peut servir à extraire tes composés en créant 2 phases différentes. Donc, l'eau n'a pas d'impact dans la réaction chimique. Ok. Par exemple, tu vois, mais ça vient parce que souvent en QCM, ça tombe des trucs comme ça. Tu vois, là, en fait, c'est comme ça. C'était cette réaction-là. Donc, tu avais ton alcène, l'ozonolyse réductrice O3 zinc, aldéhyde plus cétone dans ce cas de cet alcène-là. Nous, ça ne marchait pas vu qu'ici, on avait un H, c'était dissymétrique, mais différemment. Et en 2, étape 1, ozonolyse réductrice, en 2, on traite avec de l'eau. Ok. C'est plutôt pour des raisons techniques. Ok. Vous pouvez arrêter de crier? Il y a un souci? Ah. Bon, je vous propose qu'on passe du coup à la suite. On va commencer une nouvelle classe chimique qui sont les alcools. Donc, je considère que la chimie organique commence un peu maintenant parce qu'à partir alcane, alcène, alcyne, c'est un peu particulier. À partir d'alcool, c'est souvent les mêmes structures et la même logique dans le cours. Donc, on va voir ce que ça donne. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Alors, plus à l'oral que par le chat, mais c'est comme vous voulez. Du coup, généralité. Attendez, il faut juste que je trouve un mouchoir. 2 secondes. Oui, allô, désolé. Alors, du coup, les alcools. Donc, en généralité, les alcools donc, sont caractérisés par une fonction hydroxyle OH qui est liée à un carbone sp3. Donc, maintenant que vous avez eu les orbitales, vous êtes chaud sur sp3 et tout? Parce que la dernière fois que j'avais donné cours, j'avais vu que vous aviez eu le collègue après qui donnait les orbitales. Donc, c'est représenté ici, du coup, où vous voyez du coup un carbone, donc toujours tétravalent, avec ici, du coup, un hydroxyle. Les charges partielles sont représentées. Électronégativité de O supérieure à l'électronégativité de C. Du coup, delta moins, charge partielle négative sur O, delta plus, charge partielle positive sur le C. Si je vais trop vite, pareil, vous me le dites, parce que là, en fait, c'est tout. En fait, c'est bizarre de faire quoi en distanciel. Tu n'as aucune info sur. Je peux même pas vous voir. Donc, si ça va trop vite, vous me dites. Hein. Et si ça va trop lentement aussi. La formule brute, du coup, c'est CnH2n plus 2O. Il y a un message dans le chat. Pierre, je te mets admin. Okay. Formule brute CnH2n plus 2O. La nomenclature, en terminaison, si l'alcool est prioritaire, ce sera le suffixe ol, alcanol. Si c'est hydroxy. Voilà, le substituant hydroxy. Il y a différents types d'alcools que je vous ai représentés ici. Donc, les alcools primaires, c'est quand le groupement hydroxyle est lié à un carbone, lui-même lié à un constituant. OK ? Donc, le carbone
qui porte le groupement hydroxyle est lié à un constituant. Alcool secondaire, le carbone qui porte l'hydroxyle est lié à 2 constituants. Alcool tertiaire, le carbone qui porte l'hydroxyle est lié à 3 constituants. Du coup, c'est une nomenclature pour les alcools. On vous entendrait parler du début à la fin de ce cours, et dans les QCM surtout, d'alcool primaire, secondaire et tertiaire. Ça peut être des pièges en QCM. Telle réaction donne un alcool secondaire, faux en alcool primaire. Ça obéit du coup à des réactivités légèrement différentes, vous le verrez, donc ça crée un peu plus de complexité. Et ici, vous avez du coup une molécule, donc ouais, j'ai oublié de cacher le nom, bon bref. Du coup, c'était le 3-propyl heptane 2-ol. Donc si on décompose, qu'est-ce qu'on a? Heptane, du coup, la chaîne la plus longue fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas réfléchir comme ça, vu que la position hydroxyle serait sur la chaîne latérale, et que vu que c'est la seule fonction chimique caractéristique, et bah, du coup, on la veut sur la chaîne principale. Du coup, soit on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que du coup, l'hydroxyle serait en position 6. Du coup, ce ne serait pas l'indice numérique le plus petit. Ou soit on fait comme c'est marqué, 1, 2, 3, 4, 5, 7. On garde celle-là vu que l'hydroxyle est en position 2. Heptane 2-ol. Il ne nous manque plus qu'à marquer cette chaîne latérale. J'ai 3 carbones en position 3, 3-propyl heptane 2-ol. C'est clair? Non, du tout? Si. Bon, parfait. La suite. Donc, au niveau des propriétés physiques, les alcools sont surtout caractérisés par la présence de liaisons hydrogènes. Donc, on retrouve ici cette charge partielle, du coup, delta moins, delta plus au niveau du composé hydroxyle. Vous avez 2 doublés non liants. Et en fait, les liaisons hydrogènes, mais ça, je pense que vous avez déjà dû le voir, ça va être caractérisé par le fait qu'un atome très électronégatif, avec une charge partielle négative, va créer une liaison faible, appelée liaison hydrogène, avec un hydrogène charge partielle positive, lui-même relié à un atome très électronégatif, et que du coup, ces différentes liaisons hydrogènes vont caractériser les propriétés physiques de l'alcool, vu que ces liaisons faibles vont permettre d'avoir une certaine unité du liquide, par exemple l'alcool, mais qui pourra changer quand c'est à l'état solide, à l'état gazeux. Donc on retrouve ces liaisons hydrogènes également dans l'eau. Du coup, on parlera toujours de liaison hydrogène quand un atome fortement électronégatif est lié par une liaison faible, ce n'est pas une liaison covalente, hein, à un atome moins électronégatif que lui, mais qui est lui-même relié à un atome fortement électronégatif. C'est clair? Parce que ça, c'est des trucs qu'on avait vu en terminale, moi je me rappelle. Mais vous, du coup, c'est clair ou pas? Oui. Parfait. Vous avez ici la conséquence, donc c'est pas à prendre, sur le point d'ébullition et la viscosité. Du coup, vous voyez que CH3, donc cet alcane, a un point d'ébullition à moins 89 degrés Celsius, il n'y a pas de liaison hydrogène. CH3, CH2, Cl, un point d'ébullition à 13 degrés Celsius parce qu'il n'y a pas de liaison hydrogène. Vous voyez que dès qu'on passe sur des composés avec des liaisons hydrogènes, un alcool ou un acide carboxylique, on passe à des points d'ébullition de 78 degrés Celsius, 118 degrés Celsius grâce à la présence de liaisons hydrogènes. Il est d'autant plus difficile de passer ces composés de l'état liquide à l'état gazeux par le fait que les liaisons hydrogènes créent une résistance supplémentaire si vous le voulez. Donc le point d'ébullition, l'énergie à apporter est supérieure. Au niveau de la réactivité, donc l'électronégativité de l'atome O font que les liaisons CO et OH sont polaires. Il y a également la présence de doublés d'électrons non liants sur O. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Delta moins, delta plus, delta plus. Donc le doublé électrophile de O, qui sera donc nucléophile, réagira avec des espèces pauvres en électrons, électrophiles acides. La liaison OH polaire peut se rompre et libérer un H+. Donc, selon la théorie de Bronsted et Levy, ce composé aura également des propriétés acides. Et enfin, la liaison CO polaire peut se rompre. Le carbone est pauvre en électrons, celui-là, il sera donc électrophile, il réagira avec des espèces riches en électrons. Donc, au final, avec les alcools, les 4 grandes classes réactionnelles que l'on va voir, ce sera les propriétés acido-basiques.
relié au fait que ce groupement hydroxyle peut relarguer ce proton H+, des propriétés nucléophiles, par le simple fait que du coup, ces doublés non liants vont permettre à l'atome d'oxygène de réagir avec des espèces nucléophiles. La rupture de la liaison CO sera également caractéristique de certaines réactions, et l'oxydation de l'alcool constituera une autre classe de réaction. Donc l'acidité des alcools, on va voir la rupture OH. Donc les pK vont nous montrer les différences d'acidité des alcools. Et on remarque alors l'effet inductif donneur des substituants. Donc là, par exemple, vous avez l'acidité. Donc, vous savez que dans la théorie de Bronsted et Levy, une base est caractérisée par le fait qu'elle peut céder un proton H+, et un alcool par le fait d'en capter un. Donc là, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce groupement hydroxyle? Vous avez un effet inductif, attracteur de l'oxygène, qui est permis par la très forte différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. Lorsque cette force est trop forte et dans certaines conditions réactionnelles, cette liaison peut se rompre. On obtient alors notre atome d'oxygène à qui manque une valence et qui sera chargé d'une charge négative, et ici d'un proton libéré positif, d'où l'acidité des alcools. Cette acidité, elle est caractérisée par le fait que l'alcool primaire est supérieur à l'alcool secondaire, supérieur à l'alcool tertiaire. Donc, comment vous pouvez m'expliquer le fait, avec ces schémas-là, que l'acidité d'un alcool primaire, comme ici, sera supérieure à l'acidité d'un alcool tertiaire? Vous avez des idées? Quelqu'un a une idée ou pas? Il y a la relation entre le pKa et le pH. Ouais. Si on calcule le Ka, on fait moins log du pKa. Et on a le Ka. Et avec le Ka, il y a même. Comment dire? Mais ça nous donne le pH. Je sais pas quoi. Ouais. Non, mais si, c'est ça. Après, c'est pas exactement ça, mais il y a l'idée. Ouais, mais j'ai oublié c'était quoi le truc. Mais c'était un truc ça. Bah, en fait, mais ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne pensais pas exactement à cette explication-là, mais oui, effectivement. En fait, du coup, l'alcool étant pouvant être des acides faibles, vu qu'ils ont ici un proton, vous remarquez qu'il y a des pK particulièrement élevés. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais en général, on parle d'acide fort quand on a un pK entre 0 et 2. On va parler d'acide faible quand on est entre 2 et 7. Là, on a des pK qui sont particulièrement élevés. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les acides faibles, quand le pKa est supérieur au pH, alors on a un pourcentage de forme non ionisée qui est particulièrement importante, c'est-à-dire de forme OH. Quand on a un pH supérieur à un pK pour les acides faibles, on a plus de forme ionisée, donc O-. Là, vous voyez que limite, il faudrait presque faire de la protométrie en milieu non aqueux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé après. Vous verrez peut-être ça si vous faites pharmacie, mais pour des pK avec aussi élevés, si jamais on voulait doser ces composés-là dans le milieu, on utiliserait une protométrie en milieu non aqueux, donc en absence de présence d'eau, mais bon, c'est un peu compliqué. Et vous aurez déjà des cours de proto. Donc, vous remarquez qu'ici, le pK de l'alcool tertiaire supérieur au pK de l'alcool primaire. Donc, d'après ce que je vous ai dit, il y a plus de chances que ce pK-là soit supérieur au pH que même celui-là, ce qui explique le fait que la majorité de formes non ionisées sera en faveur de l'alcool tertiaire, mais moins que l'alcool secondaire et moins que l'alcool primaire. Également, ça s'explique, et moi je pensais plus à cette explication-là, par les effets inductifs, parce que ça, on l'avait déjà vu quand on faisait les alcanes. Vous voyez qu'ici, un alcool tertiaire est quand même bien stabilisé déjà par les trois composants sur le carbone qui portent l'hydroxyle. Parce que je vous rappelle qu'ici, vous avez toujours votre charge partielle positive, et ici, votre charge partielle négative sur l'oxygène et votre charge partielle positive sur le carbone. Donc, mon carbone ici est déficitaire en électrons. Il est stabilisé par ces trois substituants. Et c'est parce qu'il est stabilisé par ces trois substituants que du coup, il peut résister à cet effet électro-attracteur de l'atome d'oxygène. Ce qui fait qu'on est sur une molécule qui, malgré la très grande différence d'électronégativité fragilisant la liaison, fait qu'elle finit par être plus stable que les autres. Parce que vous voyez qu'ici, j'ai des effets inductifs en moins et en moins. Ce qui fait que c'est pour ça que l'alcool primaire pourra relarguer plus facilement son proton, parce que vous voyez qu'au niveau des effets inductifs, la liaison est beaucoup plus fragile, elle est moins stabilisée.
C'est clair? Oui, c'est clair. Ça va. Donc, on continue. Donc, les réactions résultant de cette rupture, ça va être par exemple la formation d'alcoolates. Vous avez ici une réaction, ROH, un alcool, une base chargée négativement. Et bah donc, si jamais ma molécule d'alcool relâche le proton, H+, j'ai RO-, sauf que vu que j'avais déjà B-, H+, je peux composer mon composé BH. Par contre, au niveau de la basicité, ce sera l'inverse. Alcool tertiaire supérieur, alcoolate tertiaire supérieur à alcoolate secondaire supérieur à alcoolate primaire. Alcoolate, c'est ça, c'est RO-. Comment vous pouvez l'expliquer? Parce qu'on a vu juste l'inverse juste avant, quoi. Pour acidité, là, pour basicité, c'est l'ordre inverse. Pourquoi? Personne n'a d'idée? Vous n'êtes pas tous endormis quand même. On n'est pas endormi, mais juste que c'est dur. C'est dur. La question, le cours en général? Ben, les deux. Ah. Ah. Bon, bah, tout simplement, vous savez quand même que les bases, c'est des composés qui peuvent capter un proton. Du coup, RO-, base qui peut capter un proton. Par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, c'est logique que l'ordre soit inversé, parce que cette fois-ci, pour capter un proton, eh ben, vous imaginez bien qu'avec ces effets inductifs, l'atome d'oxygène pour se stabiliser dans un alcool tertiaire aura davantage besoin d'un hydrogène que dans un alcool primaire où il y a moins d'effets inductifs électroattracteurs et électrodonneurs. Du coup, c'est le raisonnement inverse. Là, c'était plus facile de relarguer un proton parce que les effets inductifs stabilisaient la molécule. Dans le cas d'un alcoolate, donc du coup d'une base, c'est les alcools tertiaires qui auront le plus de facilité à capter un proton et du coup les alcools primaires qui auront le moins de facilité à le capter. Ils avaient le plus de facilité à le donner et donc logiquement ils auront moins de facilité à le capter. Ok? On est bon? Oui. Oui. Alors du coup on va voir l'action de base forte, par exemple l'amidure de sodium sur notre acide faible. Bah, du coup, le proton ici peut partir et je vais avoir l'atome de sodium qui va pouvoir se lier et du coup, je vais obtenir RONA. Donc, je vais obtenir un sel d'alcool. Et ici, NH2 plus H+, nous donnera l'ammoniac. L'action des métaux, c'est-à-dire que le sodium tout seul, bah, du coup, je vais obtenir RONA toujours. J'aurai qu'un atome d'hydrogène. Un atome d'hydrogène, c'est une demi-molle de dihydrogène qui sera donc sous forme gazeuse et partira. Vous savez que lorsque vous avez une flèche comme ça signifie que c'est sous forme gazeuse et que ça se libère dans le milieu réactionnel. Donc pas trop dur ces réactions, on passe à la suite. L'application de tout ça, ça va être la formation d'un hétéroxyde à partir d'un alcoolate, c'est la synthèse de Williamson. Du coup, vous avez RO- plus Na, donc sous forme ionique, alors que là, on avait vu que c'était sous forme moléculaire. Mais en fait, en utilisant ce composé-là et en le mettant sous forme ionique dans le milieu réactionnel, plus avec R'X, X symbolisant un halogène si vous voulez, on obtiendra ROR', caractéristique d'un groupement époxyde qui pourra servir à d'autres réactions, plus NaX avec notre halogène. OK? Par exemple, ça peut être NaCl. Du coup, j'obtiendrai ici, hop, NaCl, mon chlorure de sodium et mon hétéroxyde. Maintenant, on va passer aux propriétés nucléophiles des alcools. On va voir la réaction d'estérification. Donc, vous avez ici un alcool plus un acide carboxylique. Donc, c'est une réaction qui est particulièrement importante. Il faut bien que vous la sachiez, celle-là. Donc, l'estérification fera qu'avec cet alcool plus cet acide carboxylique, eh ben, on va obtenir du coup RCOOR', c'est un ester, plus H2O. Si on fait subir une hydrolyse à cet ester,
on retombera sur l'acide carboxylique et sur l'alcool. Donc retenez, alcool plus acide carboxylique donne un ester. Donc cette réaction, vous voyez qu'elle peut se faire dans les deux sens. Dans le milieu réactionnel, la transformation n'est jamais totale, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une fraction des réactifs qui donnera le produit et une fraction du produit qui, vu qu'il y a de l'eau dans le milieu réactionnel, retournera sous forme de réactif. Et d'ailleurs, je détaille ci-dessous cette notion-là. La réaction est sous forme d'équilibre estérification-hydrolyse. Cet équilibre va être bloqué en fonction de la classe de l'alcool utilisé. En effet, pour un alcool primaire, on aura un rendement d'ester de 66%, pour un alcool secondaire de 60% et pour un alcool tertiaire que de 5%. Du coup, les 34% restants seront du produit de départ, en ce qui concerne l'alcool primaire, et il faut entre 90 et 95% pour avoir un bon rendement et faire de la grande production. Donc, vous en retenez que cette réaction, elle marche mal. La notion de rendement, c'est clair aussi pour vous? Ce qu'il y a un rendement? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est un rendement? C'est pas le rapport du produit théorique. Non, l'inverse, c'est le rapport du produit réel sur le produit théorique. Ouais, c'est à peu près ça. Mais en général, tu peux le faire avec des masses, tu peux le faire avec des moles. Ça va être, là, par exemple, la masse de produits obtenus en laboratoire moins ta masse théorique divisée par ta masse théorique fois 100 pour le mettre en pourcentage. Du coup, ce qu'on a trouvé pour augmenter le rendement de cette réaction, c'est au lieu d'utiliser un acide, on peut utiliser un chlorure d'acide. Et quand on utilise un chlorure d'acide, c'est-à-dire à la place d'avoir ce groupement OH, j'ai un atome de chlore, et ben avec mon alcool, la réaction devient irréversible, elle se fait que dans un sens, j'obtiens l'ester et de l'acide chlorhydrique. Donc les chlorures d'acide, c'est des dérivés d'acide carboxylique. C'est une autre classe de composés chimiques. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière au programme de PACES qu'on verra peut-être ensemble ou je ne sais pas. Donc voilà. Réaction d'halogénation. Alors celle-là, si on a à savoir sur les alcools, vous les apprenez par cœur vu qu'elles tombent presque chaque année. Hein. Le prof les aime bien. Donc on utilise des agents halogénants. On s'intéresse aux 3 agents halogénants ci-dessous. PCl5, c'est le pentachlorure de phosphore. COCl2, c'est le chlorure de thionyle. PBr3, c'est le tribromure de phosphore. Je vous ai marqué les noms à chaque fois, vu qu'en fait, moi, je me rappelle en passé, j'avais plein de collègues qui se faisaient avoir, vu qu'en général, ils apprenaient les réactions, sauf qu'ils n'apprenaient pas comment on les nomme. Et dans les QCM, en général, c'est plus le nom français que la formule chimique qui ressort. Donc, vous pouvez savoir vos réactions. Vous ne savez pas ce que c'est chlorure de thionyle, vous confondez entre les 3. Et du coup, vous faites avoir alors que vous connaissez le mécanisme réactionnel. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on regarde? À chaque fois, j'ai un alcool. Bon, là, j'ai 1 mol d'alcool, 1 mol d'alcool. Ici, j'ai 3 mols d'alcool mis en présence de ces agents halogénants. Qu'est-ce que j'obtiens? J'ai une halogénation de l'alcool, c'est-à-dire que le groupement hydroxyle part et je l'halogénise avec l'halogène de mon second réactif. Ici, j'ai du chlore. Ici, j'obtiendrai ainsi un chloroalcane, du chlore, un chloroalcane, du brome, un bromoalcane. Du coup, 3 mols ici. Plus, du coup, pour la première réaction avec le pentachlorure de phosphore, j'obtiendrai de l'oxychlorure de phosphore et de l'acide chlorhydrique. Avec le chlorure de thionyle, j'obtiendrai en plus, du coup, vous avez du SO2 sulfamide plus acide chlorhydrique. Et ici, avec, du coup, le tribromure de phosphore, vous obtenez de l'acide phosphoreux en plus du bromoalcane. On est bon? Je vous laisse peut-être quelques secondes pour noter, parce qu'il y en a quand même 3 sur la même diapo. C'est bon. C'est bon? Alors. Donc, maintenant, on va parler de la rupture de la liaison CO. Du coup, la fragilité de la liaison CO sera fonction de la classe des alcools.
Donc, la liaison CO sera d'autant plus forte pour l'alcool tertiaire, supérieur à l'alcool secondaire, supérieur à l'alcool primaire. On l'a vu pourquoi. Donc, dans un alcool tertiaire, la stabilité du carbocation est supérieure qu'avec un alcool secondaire ou primaire. C'est en raison de ses effets inductifs stabilisateurs. Du coup, cette rupture de la liaison CO, donc on n'est plus sur la liaison OH, on est sur la liaison CO. Hein. En présence du coup de protons H+, je peux avoir la formation d'un ion oxonium. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la valence de l'oxygène, parce que du coup, ici, l'oxygène est relié à 3 atomes plus un doublé non liant. Il a perdu un doublé non liant pour faire une liaison covalente. Du coup, la molécule n'est pas stable. Et du coup, mon atome d'oxygène est déficitaire en électrons. Il porte une charge partielle positive parce qu'il a perdu justement un doublé non liant. Du coup, je vais avoir une sorte d'effet mésomère qui fait que les électrons de valence, ici, vont servir à stabiliser mon oxygène, entraînant la rupture de la liaison. Je me retrouve avec un carbone déficitaire en électrons, donc un carbocation, plus de l'eau, parce qu'ici, j'avais donc H2O. C'est clair? Oui. Donc, Oui. la réaction résultant de cette rupture, ce sera la substitution et l'élimination. Donc, on va d'abord travailler sur les réactions de déshydratation. Donc là, ça devient un peu plus complexe. Accrochez-vous. Donc, de manière intermoléculaire, ce sera une substitution nucléophile SN. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 moles d'alcool mis en présence d'acide sulfurique. Et en fait, ma déshydratation intermoléculaire va faire que, imaginez que cette molécule d'alcool soit mise en face de la même molécule d'alcool de manière symétrique avec un miroir. Et ben, mes atomes d'hydrogène vont partir sous l'action de l'acide sulfurique. Il ne me restera que mon atome d'oxygène. Donc, j'obtiens un diéthyléther, 2 éthyl, et ici, le groupement hétéroxyde caractéristique, plus de l'H2O. Donc, j'ai donc une molécule OH de perdu et un H2O de gagné. Intramoléculaire, ça peut également suivre une élimination. Là, c'était une substitution. Je substitue un hydroxyle par un composé du coup CH2CH3 pour former un hétéroxyde. La élimination, j'ai une molécule d'alcool en présence d'acide sulfurique, j'élimine mon groupement hydroxyle et j'obtiens un éthylène, un alcène plus de l'H2O. Vous allez me dire, vous êtes marrant, mais là, à chaque fois, j'ai une molécule d'alcool mis en présence d'acide sulfurique et ça ne donne pas le même composé. Du coup, en laboratoire de chimie organique, comment je fais pour, si je veux former du l'éthyléther, pas de l'éthylène, etc. Il faut savoir qu'il y a une compétition élimination-substitution nucléophile en fonction de la température de réaction et de la classe des alcools. Donc, je ne vous embête pas plus avec ça, mais sachez que on peut orienter la formation d'un ou de l'autre. C'est qui ça? Admettre. On peut orienter la formation d'un ou de l'autre en faisant varier la température et la classe. Donc, ah oui, c'est vrai que je vous détaille juste un peu celui-là. Donc, pour un alcool, si on utilise une basse température et un alcool primaire ou secondaire, on tendra à la formation d'éthéroxyde. Si jamais, au lieu de basse température, on le chauffe, c'est-à-dire à 50 degrés Celsius pour un alcool tertiaire, à 100 degrés Celsius pour un alcool secondaire, à 150 degrés Celsius pour un alcool primaire, on orientera vers la formation d'alcène. C'est clair? Oui. Et du coup, selon la classe de l'alcool, le mécanisme d'élimination peut être différent, c'est-à-dire que ce que l'on a vu là, ça peut être différent. Si c'est un alcool tertiaire, j'aurai une élimination unimoléculaire E1. Si j'ai un alcool primaire, j'aurai une élimination bimoléculaire E2. Si j'ai un alcool secondaire, j'aurai un mélange des mécanismes E2 plus E1. Et du coup, on va détailler ça. Donc là, je vous détaille du coup le mécanisme E1, donc l'élimination unimoléculaire pour un alcool tertiaire. Du coup, si j'ai le tert-butanol ou l'alcool tert-butylique, mis en présence d'acide sulfurique, et en plus, comme je vous l'ai dit, je chauffe à 50 degrés Celsius, j'obtiens un isobutène, donc notre alcène, plus de l'H2O. J'ai une élimination unimoléculaire. Le mécanisme d'action est le suivant. Ça passe, comme je vous l'ai dit au début, par la formation du coup d'un ion oxonium, qui me donnera un carbocation. C'est une étape qui est lente et réversible, comme vous le voyez. Et en deuxième étape, l'acide sulfurique va arracher un des hydrogènes pour former la double liaison. C'est une étape rapide.
La vitesse de cette réaction, c'est V égale KROH. C'est une réaction d'ordre 1. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les réactions d'ordre 0, 1, 2? Est-ce que vous l'avez fait en physique ou en maths? Oui. Ok. Du coup, vous voyez, réaction d'ordre 1. Pourquoi des réactions d'ordre 1? Parce que du coup, la vitesse de réaction est dépendante d'un seul paramètre qui est variable, qui est la concentration en alcool. Donc, substrat, les tertiaires réagissent mieux que les secondaires, que les primaires. Du coup, tertiaire supérieur à secondaire supérieur à primaire à cause de la stabilité du carbocation. Donc ça, ce n'est pas étonnant. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes d'élimination à chaque fois différents. Hein. Et en effet, maintenant, on va parler de la régiosélectivité de cette réaction avant de passer aux autres types d'élimination. Alors, pourquoi j'ai la formation de cet alcène en particulier et je n'aurais pas la formation d'un autre alcène? Parce que là, il y avait plusieurs possibilités. Là, pour le coup, ici, j'ai 2 hydrogènes. Là, j'ai 2 carbones de part et d'autre. Pourquoi je n'aurais pas pu avoir une autre conformation? C'est toujours pareil, c'est la règle de Zaïtsev qu'on a déjà vue, qui entraîne la formation de l'alcène le plus substitué, donc le plus stable. Du coup, en l'occurrence, c'était plus avantageux de créer un alcène permettant une répartition de chaque côté de mes groupements méthyl, plutôt que de le mettre sur une partie, obtenir un côté très très lourd avec le reste de la molécule, et de l'autre côté que les 2 hydrogènes. C'est pour ça que la doublaison est ici, ou pas ici, ou pas ici. D'un point de vue stéréochimie, donc je vais avoir un mélange E et Z dans le milieu réactionnel avec un E majoritaire car il est plus stable. Ça, pareil, je vous renvoie sur les cours d'alcène qu'on a vus. On a expliqué pourquoi le stéréoisomère E est plus stable que le stéréoisomère Z. Parce que vu que c'est de chaque côté notamment, ça fait un équilibre dans le milieu réactionnel supérieur que quand tout est comme en 6 addition d'un seul côté. Et je crois que je vous ai tout dit là. Bon, maintenant, on va voir la déshydratation E2, qui est une déshydratation bimoléculaire, du coup caractéristique des alcools primaires majoritairement. Donc, vous avez un alcool primaire en présence d'acide disulfurique et de chauffage. J'obtiens un alcène toujours et de l'eau. Le mécanisme d'élimination E2, ça va être tout simplement une seule étape de protonation. L'oxonium, ici, évolue par une rupture de la liaison CH. Les électrons viennent former une double liaison CC, puis rupture de la liaison CO. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces étapes se passent tellement vite dans le milieu réactionnel que c'est comme si elles se passaient tout en même temps. Du coup, éthanol, le proton, ion oxonium, éthylène formé, H2O, et je récupère un peu de mon acide disulfurique de départ. Donc, E2 est une élimination bimoléculaire. La vitesse, c'est V égale K fois ROH fois H2SO4. C'est une réaction d'ordre 2. Elle dépend, la vitesse réactionnelle, de 2 paramètres variables qui est la concentration en alcool et la concentration en acide sulfurique. C'est un mécanisme en une étape, état de transition. Substrat, alcool primaire supérieur à secondaire supérieur à tertiaire. En raison de l'encombrement de l'état de transition, c'est-à-dire celui-là avec l'oxonium. Et donc, du coup, on retombe toujours sur ce que je vous ai dit, alcool primaire, élimination bimoléculaire. Donc, régiosélectivité, c'est toujours la règle de Zaïtsev qui s'applique, la formation de l'alcène le plus substitué. Donc, au niveau stéréochimie, j'ai une trans-élimination, H et H2O en trans pour que les orbitales moléculaires ne se gênent pas. Si l'alcool possède 2 carbones asymétriques, comme c'est le cas sur ce schéma, la stéréochimie de l'alcène sera imposée par l'état de transition. C'est une réaction qui est stéréospécifique. Du coup, ici, je vous ai juste remis, c'était l'état de transition dont je parlais ici, mais qui est présente sur les diapos précédentes avec l'oxonium. Et ici, vous avez le cas avec 2 carbones asymétriques. Donc, on n'obtiendra plus ce composé-là que ce composé-là. OK? Donc, maintenant, on va voir la formation des dérivés halogénés par action des hydracides. Donc, c'est un mécanisme de substitution nucléophile. J'ai ici un alcool. Ici, j'ai HX, c'est un halogéno-alcane. Et en fait, ça va me donner... non, HX, pardon, ça va être X, du coup, un halogène, et H, un hydrogène. Donc, par exemple, ça peut être HCl, acide chlorhydrique. J'obtiendrai ici un halogéno-alcane, vu que j'aurai le radicaux R
de ma molécule d'alcool et l'halogénation X, j'obtiens de l'H2O. Donc, je réalise donc une halogénation. Je crée un dérivé halogéné par action de ce qu'on appelle un hydracide, donc HX. Donc, selon la classe de l'alcool, le mécanisme de substitution nucléophile est différent. Donc, pour les alcools tertiaires, on aura une substitution nucléophile unimoléculaire SN1. Pour les alcools primaires, on aura une substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Pour les alcools secondaires, on aura un mélange des mécanismes SN1 plus SN2. Donc, c'est reparti pour un tour. Alcool tertiaire, donc mécanisme de substitution nucléophile 1, comme je vous l'avais marqué ici, unimoléculaire. Donc, qu'est-ce qu'on a en présence d'hydracide ici? Des protons sont présents, donc j'ai donc une protonation de l'alcool dans un premier temps, formation d'un ion oxonium ici, puis formation d'un carbocation ici. En seconde étape seulement, mon halogène vient combler le déficit en électrons de mon carbocation, X-, X+, au niveau des charges partielles, les oubliez pas. Mais comme la molécule est plane, vu que mon carbocation est unidimensionnel dans l'espace, deux possibilités, et on a alors formation d'un mélange racémique, donc deux énantiomères. La vitesse de cette réaction V égale K ROH, réaction d'ordre 1, vu qu'elle est dépendante d'un seul paramètre, la concentration en alcool. Ce mécanisme est en deux étapes. J'ai la formation du carbocation, qui est une étape lente et réversible. Et j'ai la fixation du composé X nucléophile sur le carbocation, qui constitue une étape rapide. Au niveau des substrats, ce sera donc tertiaire, supérieur à secondaire, supérieur à primaire, en raison de la stabilité du carbocation. Donc, d'un point de vue stéréochimique, donc, la racémisation fait qu'on a l'obtention d'un mélange racémique. Maintenant, SN2, donc les substitutions nucléophiles bimoléculaires, alcool primaire. Donc, ici, j'ai donc un alcool primaire toujours en présence de mon hydracide. Donc, HX, j'obtiens toujours mon halogénoalcane plus de l'H2O. Éthanol plus hydracide, halogénoalcane plus O. Le mécanisme, c'est une protonation. Puis, dans un second temps, mais tout se passe en même temps, c'est un mécanisme en une étape. J'ai l'attaque de mon halogène qui se fait en même temps que la rupture de CO, formation d'un état de transition et formation d'un produit de substitution. Cette réaction a comme vitesse V égale K ROH HX, réaction d'ordre 2, vu qu'elle dépend de la concentration en alcool et en hydracide. Donc les substrats, comme on l'a vu, SN2 bimoléculaire, ce sera les alcools primaires plus que les alcools secondaires plus que les alcools tertiaires, dû à l'encombrement de cet état de transition qui est gêne du coup pour les alcools tertiaires. La stéréochimie, une seule possibilité d'attaque, si le carbone asymétrique, un seul énantiomère. C'est une réaction qui est stéréospécifique. Est-ce que c'est clair ou je vous ai totalement paumé là? Un peu paumé quand même. Un peu. Ouais, normal. Bon, quand on passe 16, vous aurez des trucs hardcore comme ça. Vous simplifiez, hein, vous paniquez pas. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, qu'est-ce qu'il m'a parlé l'autre ce matin là? Il m'a dit comme quoi je reprends déshydratation. Soit j'avais substitution nucléophile d'un côté, soit j'avais élimination de l'autre. Ok, il me dit qu'il y a une compétition entre les deux. Bon, très bien. Après, du coup, il m'a montré ça. Bon, ça, je m'en fous, j'apprends pas les températures, etc. Il me dit que pour l'élimination, c'est différent. Ah, donc là, déjà, vous faites un petit schéma mental. Vous vous dites, ok, on a vu les alcools. Les alcools, on a vu que pour la déshydratation, ça pouvait être par substitution ou par élimination. Il m'a dit comme quoi il y avait plusieurs types d'élimination. Je retiens que c'est unimoléculaire pour tertiaire, bimoléculaire pour primaire, et que c'est un mélange pour les alcools secondaires. Ça, vous le retrouvez à chaque fois. Vous avez ici, regardez, unimoléculaire, tertiaire, avec toujours le secondaire qui est un mélange des deux. Ensuite, vous avez bimoléculaire, ce sera toujours primaire, avec toujours le secondaire qui est un mélange des deux. Hop. Ensuite, ici, il m'a parlé de quoi? De l'halogénation ici d'alcool. Ok, substitution nucléophile, mais c'est pareil. Parce qu'au final, même si c'est des substitutions et pas élimination, unimoléculaire, ce sera toujours pour les tertiaires. Bimoléculaire, ce sera toujours pour les primaires. Et secondaire, un mélange des deux. C'est ce que je retrouve dans tous les schémas. Hop, là, il me disait que c'était quoi? Il me disait que c'était unimoléculaire. Du coup, j'ai tertiaire, un petit mélange pour secondaire. Pareil ici. Hop, là, c'était unimoléculaire, c'est primaire, un petit peu de secondaire, vu que c'est un mélange des deux. Bon, voilà, déjà, vous avez des grossis. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous passez très vite sur tout ça.
à chaque fois, les mécanismes réactionnels. Vous retenez surtout au final ces réactions-là, qui sont les mêmes que là, en fait. Hein. On obtient à chaque fois le même délire. Hein. C'est juste qu'il y a différentes manières d'y arriver. Pour arriver à l'éthylène, si en fonction de mon alcool, ça peut être une fois unimoléculaire, bimoléculaire, mélange des deux. Donc ça, vous allez très vite, vous apprenez juste qu'il y a un carbocation par exemple, ordre 1 et encore, je ne suis même pas sûr que ça tombe au concours. Ça, vous savez déjà en théorie, c'était les cours précédents. Ça, pareil, vous retenez, oxonium, c'est tout le temps pareil. Ça, vous saviez déjà du cours précédent, ça, vous vous en foutez. Bon, voilà, vous faites votre tri. Hein. Vous allez de l'essentiel au plus difficile. Ça va mieux? Oui, ça va, mais après, quand on va le reprendre tout seul, ça va encore mieux aller, je pense. De quoi? J'ai dit que après, quand on allait le reprendre tout seul, ça, genre, ça va être plus clair. Oui, bah oui, mais c'est tout le temps comme ça. Moi, d'ailleurs, c'était le traumatisme en PACES, hein, parce que tous les matins, j'allais en cours. Moi, j'étais du matin. Et du coup, tous les matins, pendant 4 heures, tu avais l'impression de rien savoir, vu que tu écoutes du chinois pendant 4 heures avec des profs qui vont hyper vite. Et au final, après, tu reprends tranquillement. Et ça passe. Donc, on va passer aux réactions d'oxydation. Donc, on va voir par le permanganate ou le dichromate de potassium, oxydation forte. Donc, les oxydations, vous allez voir, c'est facile. Hein. Là, on a fait le plus dur. En milieu acide, donc, parfois en chauffant, je vais avoir la formation d'un composé carbonylé. Donc, ici, j'ai mon alcool, j'ai mon permanganate de potassium ou mon dichromate de potassium. En présence d'H+, donc un milieu acide et du chauffage, j'obtiens ici... Bah, ça peut être plusieurs choses, une cétone ou un aldéhyde, on n'a pas d'informations sur les composés intermédiaires, plus H2O. Là, c'est très très simple. J'oxyde un alcool. Pour les alcools primaires, si je veux oxyder un alcool primaire, j'obtiendrai dans un premier temps un aldéhyde. Et dans un deuxième temps, un acide carboxylique. Comment retenir? Oxydation. Dites pas à votre prof de physique-chimie lundi que je vous ai dit ça, mais vous pouvez retenir comme moyen, oxydation, je rajoute un atome d'oxygène. Alcool, j'ai un atome d'oxygène. Si je l'oxyde une fois, aldéhyde, j'ai un atome d'oxygène, sauf que vu qu'il est lié par 2 doubles liaisons, on peut considérer par rapport à la force que ça équivaut à 2 atomes d'oxygène. C'est ce raisonnement qu'on avait vu lors des règles de Canning-Gold des prélogues. Il appelle ça dans sa thèse de chimie des atomes fantômes. Te considère que là, lui, il te voit 2 atomes d'oxygène pour déterminer notamment les priorités de rotation sur les représentations de crâne. Donc là, je peux assimiler à 2 atomes d'oxygène, acide carboxylique 2 plus 1, 3. OK. J'oxyde, je rajoute de l'oxygène. Pour un alcool secondaire, je ne peux pas avoir d'aldéhyde. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, là encore, je pouvais avoir d'un côté, parce que pour aldéhyde, vous savez qu'il faut avoir au moins un hydrogène d'un côté. Là, j'avais CO, CH. Sauf que là, du coup, ce n'est pas possible, parce que vu qu'il est déjà bisubstitué R, R', je pourrais avoir qu'une cétone. Et pareil, vu que je n'ai pas le H, je ne peux pas l'oxyder pour ajouter un hydroxyle pour faire un acide carboxylique. Donc, je m'arrête à cétone. Vous avez compris? Alcool, aldéhyde, puisque j'oxyde l'atome d'oxygène. J'obtiens R, CO, CH. Si j'oxyde la liaison CH, COOH, acide carboxylique. Là, je ne peux pas. Je peux faire quoi avec ça? Je peux juste garder ma cétone. Alcool tertiaire, si je l'oxyde, par contre, j'obtiendrai un alcène. Et si j'oxyde l'alcène, j'aurai le produit d'oxydation des alcènes qu'on a déjà vu. Donc ça, c'était pour les oxydations fortes. Oula. Maintenant, on va voir les oxydations ménagées douces. Mais c'est toujours le même délire. Pour l'alcool primaire, j'ai une déshydrogénation, j'enlève 2 hydrogènes et j'obtiens un aldéhyde. Donc là, je chauffe en présence de cuivre à 300 degrés Celsius, j'obtiens un aldéhyde. Alcool secondaire, je chauffe à 300 degrés Celsius en présence de cuivre, j'obtiens une cétone. C'est bon, c'est exactement ce qu'on a vu, vous voyez que ça ne change pas entre forte et douce. Pour l'alcool secondaire, c'est la cétone, mais le mécanisme, c'est une déshydrogénation, on arrache un hydrogène sur O et un hydrogène sur C. Et par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'ai un alcool tertiaire, je peux l'oxyder par une oxydation forte pour obtenir un alcène, puis des produits d'oxydation des alcènes. Mais pour l'oxydation douce, ça n'existe pas avec un alcool tertiaire, c'est-à-dire que ça ne marchera pas. Je ne peux pas oxyder par oxydation ménagée un alcool tertiaire. Maintenant, on va voir les dérivés d'alcool. Hétéroxyde. Donc, on parle d'alcoxy-alcane ou oxyde d'alkyle et d'alkyle ou oxyde de dialkyle.
Donc, on avait déjà vu un peu ces notions. Donc là, vous avez la notion d'éther symétrique, le même composé de chaque côté, éther dissymétrique. Donc, éther composé COC, ROR', un atome d'oxygène simple coincé entre deux carbones. Donc, les composés à connaître, je vous ai mis ici l'éther. Donc, selon la nomenclature, on l'appelle l'éthoxyéthane, l'oxyde de diéthyle, l'éther diéthylique commercial. Donc, voilà. Avec ici, du coup, la côté, la chaîne la plus longue, c'est pour notamment justifier la nomenclature, le butoxypentane. Du coup, ici, ce composé, c'est 5H11 qui compte en pente, ane, parce que c'est un alcane. Ici, du coup, vous avez le butoxy, but qui indique 4 constituants, donc oxyde de butyle et de pentyle. La vérité, au concours, ils ne vous mettront jamais la nomenclature des hétéroxydes, je pense pas, parce que bon, pour PACES, faut abuser, quoi. Donc, propriété principale, base de Lewis. Donc, on va facilement protoner l'oxygène pour former l'ion oxonium. Donc, ah oui, et du coup, pourquoi je vous parle des hétéroxydes là, les dérivés d'alcool? Bah, pareil, si on remonte là plus haut, à chaque fois on traite, voilà, on traite les composés qu'on peut obtenir, c'est donc un dérivé d'alcool. Un hétéroxyde, on a vu comment le former. Donc, on va facilement protoner l'oxygène pour former l'ion oxonium, Lewis. Donc, vous avez ici ROR' en hétéroxyde, en présence d'H+, et donc de Cl- à basse température, j'obtiens un sel d'oxonium. Et ce sel d'oxonium peut notamment stabiliser d'autres composés en milieu réactionnel. Voilà, donc ils pourront être aussi utilisés comme solvants, comme je le représente ici. On arrive à faire également des organométalliques seulement en présence du milieu éther. Et après, dérivé d'alcool, vous avez les phénols. Et ça, si jamais vous n'en avez pas eu assez de la chimie organique au S1 de PACES et que vous choisissez la filière pharmacie, vous aurez une spécialité en pharma qui est encore de la chimie orga. Et vous verrez la chimie organique des phénols, notamment. TQCM qui va notamment me permettre de me réhydrater. Donc, je vous laisse réfléchir et vous me dites à l'oral ou dans le chat ce que vous mettez. J'affiche le chat. Donc, c'est une petite question de cours que j'avais faite moi-même. On a fini les alcools, bonne nouvelle. Vous mettez quoi? Vous avez des idées ou pas? Déjà, c'est pas la A. Tu mets pas là déjà? Oui. Ok, t'as raison. Quelqu'un d'autre? Ça parle dans le chat. C'est ABE. Ok. C'est pas ça. Bon, on va corriger. Je finis juste de rouler ma clope et je suis à vous. Alors, voyons ce qu'on a. Bon.
Donc, à propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes? Donc, un alcool tertiaire est plus acide qu'un alcool primaire. La déshydratation. Donc, ça, déjà, vous m'avez dit, grosso modo, tout le monde voit ça faux, sauf IMZETM. La déshydratation d'un alcool tertiaire en chauffant en milieu acide se déroule selon un mécanisme E1. La déshydratation d'un alcool selon un mécanisme 1 se déroule en une étape. L'hydratation des alcènes dissymétriques en milieu acide conduit à des alcools selon la règle de Markov-Niskov. La réduction d'un acide carboxylique par AlLIH4 suivi d'une hydrolyse conduit à la formation d'un alcool primaire. Et du coup, l'item E, vous ne pouviez pas le faire en fait. Je n'ai pas capté, mais on n'a pas traité cette partie-là. Mais du coup, c'était juste l'item E, mais voilà. Je viens juste de m'en rendre compte. Du coup, la correction, c'était... pour déjà la A, c'était faux. Un alcool tertiaire plus acide qu'un alcool primaire, non. On a vu que c'était l'alcool primaire qui était plus acide que le tertiaire, en raison de la stabilité des effets inductifs. Pour la déshydratation d'un alcool tertiaire en chauffant en milieu acide se déroule selon un mécanisme E1, c'était vrai. Là, je vous apporte théoriquement des précisions complémentaires. Voilà. Donc voilà, l'ordre d'acidité, donc BDE, l'ordre d'acidité des alcools primaires supérieur à secondaire, supérieur à tertiaire. Pour la basicité des alcoolates tertiaires supérieur à secondaire, supérieur à primaire. Donc la B, c'était vrai. Alcool tertiaire, milieu acide, c'est mécanisme E1 unimoléculaire. La déshydratation d'un alcool selon un mécanisme E1 se déroule en deux étapes. En une étape, c'est faux, c'est en deux étapes. Passage par un carbocation. Ce sera quand c'est bimoléculaire qu'on a une étape. Donc retenez bien, unimoléculaire, réaction d'ordre 1, deux étapes. Bimoléculaire, réaction d'ordre 2, une étape. L'hydratation des alcènes dissymétriques en milieu acide conduit à des alcools selon la règle de Markov-Niskov. Ça, du coup, c'était vrai. Le H plus électrophile va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Et la E, on ne l'avait pas traité, mais c'était vrai. Un autre QCM maintenant, je vous laisse réfléchir. Vous avez une séquence réactionnelle et des questions. Ah oui, est-ce que vous aviez des questions d'ailleurs sur l'autre item ou pas? Ou c'était tout bon? Non, pas de question. Voilà. Donc au concours, au chimie orga, voilà, vous avez des fois des petites questions de cours, quelques-unes sur les alcools, c'est classique, les amines aussi. Et vous avez surtout des séquences réactionnelles comme ça. Bon là, vous aurez peut-être passé au concours parce que c'est vraiment simple vu qu'il n'y en a qu'un à trouver, mais ça peut, ça peut. Vous mettez quoi? Vous mettez quoi du coup? Vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir? DE. Pas mal. D. Parfait. C'était la D. Donc, du coup, vous avez ici l'alcool, un alcool primaire, parce que du coup, le carbone qui porte l'hydroxyle a un substituant. Vous avez ici le PCl5 qui donne 1 plus POCl3 plus HCl. Ici, on obtient quoi? En fait, finalement, je vais avoir une chloration, une halogénation de mon alcool par un mécanisme de substitution. Et donc, j'obtiendrai un chloroalcool. Donc, la réaction d'halogénation est un exemple des propriétés électrophiles des alcools. Faux, c'est des propriétés nucléophiles. L'agent halogénant de cette réaction est le chlorure de thionyle. Faux, c'est le pentachlorure de phosphore. Le composé 1 est un chlorure d'acide. Faux. Le composé 1 est un chloroéthane. Oui, vu qu'au final, je garderai mon radical R, qui est donc éthane, plus mon atome de chlore, chloroéthane.
au cours de cette réaction, il se forme également de l'acide phosphoreux. Non, l'acide phosphoreux, c'est H3PO3. Donc, chloroéthane, voilà, nucléophile, pentachlorure de phosphore, nanani, nanan. Là, c'est l'oxychlorure de phosphore qui se forme avec l'acide chlorhydrique. Enfin, plus dur, je vous laisse réfléchir. Des idées? Alors, j'ai AB, mais c'est incomplet. D'autres personnes? J'ai qu'une réponse là. ABE, c'est bien, mais il en manque un encore. Vous avez une chance sur deux. ABDE, voilà. Donc du coup, la réaction menant à 1 est irréversible. Bah oui, ça se voit. Il n'y a qu'une flèche du coup. La réaction menant de 1 à 2 est la synthèse de Williamson, oui, parce qu'on obtient les composés suivants. En 1, j'ai donc l'éthanolate de sodium. Je vous rappelle que c'est l'action d'un métaux sur l'alcool, que du coup, j'ai ici le sodium qui prend la place du H, donc j'obtiens donc le sel d'alcool, et que du coup, j'ai l'atome d'hydrogène qui est libéré, un atome d'hydrogène étant une demi-molle de dihydrogène qui se libère dans le milieu réactionnel. Donc, et ensuite, le composé 2, c'est l'éther oxyde. Vu que j'ai donc sur l'éthanolate de sodium l'action du chlorométhyle, et ça me donne donc cet éther oxyde. Donc, la réaction menant de 1 à 2 est la synthèse de Williamson, oui. La synthèse de Williamson, c'est la formation d'éther oxyde à partir d'un alcool. La molécule 2 est un ester, donc non. La molécule 1 est un alcoolate de sodium, oui. L'action de NaNH2 et de NH3 sur la molécule 1 permet de reformer l'alcool de départ. Oui, on l'avait vu aussi. J'arrive à avoir bon des fois au QCM, alors que c'est mon premier cours. Bah oui, t'avais bon, t'avais mis quoi? T'avais mis AB? Ah oui, c'était bien, c'est ça. Après, avec un peu d'entraînement, vous voyez que c'est facile. Honnêtement, chimie orga au concours, donc pas pour la spécialité format, mais pour quoique, mais pour le tronc commun de tout le monde, il y a presque moyen de faire un sans faute en chimie orga et d'avoir 20 sur 20. Hein. C'est vraiment pas. La chimie organique, c'est pas ce qui va vous faire gagner des places au concours, c'est juste ce qui va vous en faire perdre si vous n'y arrivez pas. Du coup, avec un peu d'entraînement, ça rentre, c'est facile. Bon, hormis si vous tombez sur des items très tordus, mais ça n'existe même pas quoi, au concours. Hein. Donc là, voilà. Par contre, celle avec NaNH2 est réversible. La B vraie, nani. La C, c'était faux, c'était pas un ester, c'était éther-oxyde, puisque le CH3 va prendre la place du sodium. On obtient une forme éther-oxyde. Et après, on peut retomber à partir du coup de la molécule 1 sur l'alcool par l'action d'une base forte. Maintenant, vous êtes très chaud, on va commencer les amines. Enfin, on va même les faire. Donc, les amines. Donc, une fonction amine avec un N qui est
substitués à carbone sp3 et ou H, donc c'est des dérivés de l'ammoniac. Donc en généralité, vous avez 3 classes d'amines, donc les amines primaires, où du coup l'azote est relié à un composé R, l'amine secondaire où l'azote est relié à 2 composés R, l'amine tertiaire où l'azote est relié à 3 résidus R, et l'ammonium quaternaire qui dépasse la valence de l'atome d'azote, qui est au maximum de 3 liaisons avec un doublet non liant. J'exploite ce doublet non liant pour recréer une liaison avec un autre R. Et donc, du coup, je protonne mon atome d'azote. N+, c'est l'ammonium quaternaire. Donc, les amines, c'est des fonctions qui sont présentes dans de nombreux composés naturels ayant un rôle biologique important. On les retrouve dans les acides aminés, vous les verrez quand vous ferez ce cours. On les retrouve dans les alcaloïdes. Donc, les alcaloïdes, c'est des substances actives au niveau végétal. Et vous le savez, on les retrouve également dans les bases azotées d'acides nucléiques. Donc, c'est donc une classe importante. La nomenclature, quand le groupement amine sera principal, la terminaison amine, et quand c'est non prioritaire, c'est amino. Pour les amines primaires, il existe 2 nomenclatures, soit alcanamine, c'est la nomenclature officielle, celle que je vous recommande d'apprendre, soit alkylamine. Exemple, CH3NH2, méthanamine ou méthylamine, C2H5NH2, éthanamine ou éthylamine. Pour les amines secondaires et tertiaires, la nomenclature sera seulement alkylamine. Par exemple, ici, vous avez le N, diméthylamine. Pourquoi spécifier le N? C'est pour dire comme quoi c'est bien l'atome d'azote qui porte les groupements méthyl. Il y a 2 groupements méthyl portés par atome d'azote, N,N, diméthylamine. Ici, vous avez le N-éthyl, 1, 2, N-méthyl, 1, porté par l'atome d'azote, et la chaîne hydrocarbonée la plus longue, propyl, amine, parce que c'est la fonction principale. C'est clair pour la nomenclature des amines? Oui. Donc, stéréochimie, les amines ont 3 liaisons et un doublet non liant, comme je vous le disais. Il y a un phénomène d'inversion permanente du doublet dans la nature, pas d'activité optique. C'est-à-dire qu'avec les amines primaires, secondaires et tertiaires, il ne sera pas possible d'obtenir des énantiomères, vu que ce doublet non liant va en permanence bouger, s'inverser, changeant la conformation de la molécule, ne permettant donc pas d'obtenir des amines avec des propriétés physico-chimiques et optiques différentes, permettant ainsi de les dissocier. Donc, ce phénomène d'inversion fait que les molécules d'amines primaires, secondaires et tertiaires ne possèdent pas d'activité optique. Par contre, un ammonium quaternaire a 4 substituants différents. On pourra parler d'azote asymétrique. Ça, théoriquement, c'est nouveau pour vous, vu que vous avez toujours entendu parler de carbone asymétrique. Et dans ce cas-là, on aura une activité optique. Vous avez ici ainsi 2 énantiomères avec donc un N asymétrique, cet atome d'azote, qui est donc substitué par 4 composés différents, représentation de crâne. Rien ne change comparé à ce qu'on a déjà vu, sauf que ce n'est pas le carbone qui est asymétrique. Au niveau de la réactivité, donc l'électronégativité de l'azote fait que la liaison CH et NH est polaire. Il y a une présence également du doublet non liant sur l'azote. La réactivité sera comparable aux alcools, sauf que l'électronégativité de l'alcool est supérieure à l'électronégativité de l'azote. Donc, les liaisons CH et NH sont moins polaires dans une molécule aminée que dans une molécule alcool. Le phénomène de liaison hydrogène qu'on a détaillé plus tard sera donc plus faible, dû à cette électronégativité plus faible. Donc, le doublet sera plus disponible et sera basé sur la différence, par contre, d'électronégativité. Donc, petite synthèse, ici, cette liaison NH est moins polaire que OH, due à l'électronégativité plus faible de l'azote comparé à l'oxygène. C'est donc un acide plus faible. La liaison CN est moins polaire que la liaison CO des alcools. La rupture sera donc plus difficile. Et le doublet électronique de N est plus disponible du coup, plus nucléophile, plus basique que l'oxygène des alcools. Donc les 3 grandes réactivités qu'on va traiter dans ce cours, ce sera donc les propriétés basiques, les propriétés nucléophiles et les propriétés communes aux amines primaires et secondaires. On va déjà travailler sur la basicité des amines. Donc, je vous ai mis sur le côté l'ordre de basicité des méthylamines. Vous avez en fait l'amine secondaire qui sera plus basique que l'amine primaire, plus basique que l'amine secondaire, tertiaire, plus basique que l'amine
que l'ammoniac. Ça y est, je fatigue. RNH2 plus H2O, du coup, donne RNH3 plus OH moins, par ce mécanisme du coup de don d'un atome d'hydrogène par la molécule d'eau. Ici, on parle de Kb et de pKb. C'est pareil que le pKa. C'est vrai qu'on utilise souvent en protométrie le KKb, la constante d'acidité, pour travailler, y compris sur des bases faibles. Mais sachez que ça existe également pour la basicité. On peut parler de constante de basicité avec Kb, pKb. Donc, en l'occurrence, je vous ai mis ici le pKb de différentes amines. Vous reconnaissez ici une amine primaire, de l'ammoniac, N avec 3 atomes d'hydrogène, une amine primaire avec un composé méthyle, une amine secondaire avec 2 composés méthyle, une amine tertiaire avec 3 composés méthyle, et vous avez ici la stabilisation. Pour l'ammoniac, il n'y a pas d'effet inductif particulier. Pour l'amine primaire, vous avez un effet inductif attracteur de l'azote, secondaire 2, tertiaire 3, stabilisant encore plus la molécule. C'est cette notion d'encombrement. On va voir maintenant les propriétés dues à la nucléophilie des amines. On va traiter des réactions d'alkylation. 2 secondes, je bois. Donc, réaction d'alkylation. Vous avez du coup ici donc votre amine primaire qui réagit en présence de iodométhyle, un iodoalcane. Je vais donc avoir l'alkylation, c'est-à-dire le don de ce groupement méthyle qui va se greffer sur mon amine primaire pour donner une amine secondaire. La libération donc de l'atome d'iode dans le milieu réactionnel. Si je réagis avec CH3N2 une nouvelle fois, je vais pouvoir obtenir cette amine secondaire stabilisée par le départ d'un hydrogène, permettant de retrouver la valence de mon atome d'azote. J'obtiens une amine secondaire plus CH3, NH3 plus I-. Là, vous avez une amine secondaire plus CH3I. J'alkyle, je dépasse donc la valence de mon atome d'azote qui se protonne avec 3 substituants méthyle qui me donnera une amine tertiaire après action de CH3NH2. Et donc, j'aurai du coup, après en déchet, CH3, NH3 plus I-. Et si j'ai une amine directement tertiaire que j'ajoute encore CH3I, j'alkyle une autre fois. J'ai 4 composés, sauf que là, du coup, je dépasse la valence de mon atome d'azote une nouvelle fois et je ne peux pas, du coup, restabiliser ce composé, vu que même si j'en enlève un, je repartirai sur un atome tertiaire. Cette forme-là, c'est l'ammonium quaternaire. Donc, si jamais j'ai un excès d'amine primaire, j'obtiendrai du coup directement une amine secondaire dans le milieu réactionnel. Et si j'ai un excès, par exemple, de CH3I, je mets trop de CH3I dans cette réaction, et ben, vous voyez qu'il est présent à chaque fois. Donc, si à partir de cette amine primaire, je voulais une amine secondaire, si j'ai un excès de CH3I, la réaction va se... Le Covid, je crois. Et que du coup, ça va aller jusqu'à l'ammonium quaternaire. De quoi? J'ai entendu une question peut-être, mais je n'ai pas capté. Non? Donc voilà, avec un extrait de CH3I, du coup... Ah, pardon, je me suis trompé. Ça va. Et du coup, avec un extrait de CH3I, la séquence réactionnelle se poursuit jusqu'à l'ammonium quaternaire. Donc, les propriétés communes aux amines, donc ça va être la mobilité du ou des hydrogènes fonctionnels, donc l'action des métaux comparée aux alcools, vu que c'est une molécule qui sera moins polarisée, seuls les métaux pourront arracher l'hydrogène. Donc, vous avez ici votre amine primaire en présence de sodium. Donc, ça va donner un méthylamidure de sodium. Je vais avoir du coup l'azote chargé négativement et le sodium chargé positivement. J'ai arraché un hydrogène, donc une demi-mole de dihydrogène qui part dans le milieu réactionnel. L'intérêt de NaNH2, c'est que c'est une base forte. Donc, le méthylamidure de sodium sera encore plus fort. C'est une base qui sera très forte. Réaction avec les dérivés carbonylés, à bien retenir. Donc, l'amine primaire, ici, vous avez donc votre amine primaire plus une cétone. Ça va donner un groupement imine. Donc, c'est caractérisé par cette double liaison CN plus H2O. Donc, je ne crois pas que vous connaissiez cette classe chimique, les imines, mais voilà, comme ça, vous la découvert.
Donc, CN imine donc, résulte du coup de l'action d'une cétone ou d'un aldéhyde. Donc, le mécanisme est le suivant. Vous avez votre amine primaire. Le doublé non liant, le doublé électronique de mon atome d'azote vient combler le déficit du carbone. Ce déficit du carbone venant de ce mouvement mésomérique de la liaison CO plus de l'effet inductif électroattracteur qui le fragilise. J'obtiens la formation de ce composé instable. En présence d'eau, il va se stabiliser. Et si je déshydrate ce composé, c'est à ce moment-là que je vais avoir l'hydrogène et l'hydroxyle qui partent. Je le déshydrate. Et donc, en résulte une condensation électronique au niveau de cette liaison-là, NC, donnant donc mon composé imine. Pour les amines secondaires, il faut au moins un hydrogène sur si le carbone en a. Ici, il y en a 2. Donc, j'obtiens le groupement énamine. Donc, j'ai l'amine secondaire, plus du coup ici l'action d'une aldéhyde, et j'obtiens l'énamine qui est caractérisée par une double liaison CC, et un des atomes de carbone engagés dans cette double liaison est également engagé avec un atome d'azote. C'est le groupement énamine, qui est une autre classe chimique que vous ne devez pas trop avoir vue avant. Donc le mécanisme est le suivant, c'est toujours pareil. Le doublé non liant de l'azote vient combler le déficit électronique de l'atome de carbone généré par les effets inductifs et mésomères de l'atome d'oxygène au niveau de la liaison carbonyle. Composé instable, déshydratation de ce composé et ainsi condensation de la liaison non pas entre N et C, mais entre CC et du coup j'obtiens le groupement énamine. Donc réaction avec les dérivés carbonylés, retenez amine primaire, formation d'imine avec une cétone, et pour les amines secondaires, formation d'énamine. Maintenant, on va voir les réactions d'acylation basées sur la nucléophilie de l'azote de l'amine. Donc ici, j'ai une amine primaire, plus chlorure d'acide ou un chlorure d'acyle, j'obtiendrai une amide N substitué plus HCl, amide, vu que du coup j'ai CO avec le C engagé dans le carbonyle, lié aussi à un atome d'azote. Pour les amines secondaires, du coup, pareil, action ici d'un chlorure d'acide, et j'obtiens une amide NN disubstituée. C'est logique, vu que là, vous voyez qu'au niveau de la séquence réactionnelle, j'obtiens la liaison ici de mon C du carbonyle avec mon azote, générant le départ d'un hydrogène qui se condense avec l'halogène pour former le HCl. Du coup, j'obtiens un amide qui est que N substitué, alors que là, vu que j'ai déjà 2 composés, j'ai directement la condensation de mon hydrogène avec mon chlore pour former l'acide chlorhydrique et j'obtiens une amide disubstituée en raison des groupements initiaux de l'amine secondaire. Le mécanisme est le même que pour l'amine secondaire, c'est-à-dire, donc pour les deux, c'est le même mécanisme. Le doublé non liant de mon atome d'azote vient combler le déficit électronique de mon carbone, généré notamment par les effets inductifs et mésomères de l'atome d'oxygène. Ces changements et ces rotations électroniques vont casser la liaison Cl qui va se retrouver dans le milieu réactionnel. J'obtiens ce composé instable qui, une fois, va se condenser comment en expulsant un proton. Donc j'obtiens un H+, H++ Cl moins HCl, et j'obtiens ainsi la formation de mon amide. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Oui. C'est hyper perturbant de faire cours devant un ordi, parce que du coup, je vois pas vos têtes et tout. Du coup, je parle tout seul. Et j'arrive même pas à voir, du coup, si vous suivez ou pas. C'est un peu chelou. Alors, on va voir maintenant la réaction de sulfonation avec le chlorure de sulfonyle. Allez, accrochez-vous, c'est bientôt fini. Donc, vous avez ici l'amine primaire qui réagit donc avec cette molécule qui est le chlorure de sulfonyle. Et j'obtiens ici cette fonction sulfamide, donc qui est caractérisée par l'addition de mon atome d'azote à la place du chlore, réaction de substitution, générant un départ d'un hydrogène de mon amine primaire, me permettant la formation de cette sulfamide et de cet acide chlorhydrique. Pour l'amine secondaire, pareil, le doublé non liant de l'azote va attaquer le chlorure de sulfonyle, départ de l'atome de chlore qui se transforme en ion chlorure Cl-, addition de mon atome d'azote
sur du coup, donc chargé négativement sur ici la charge positive laissée par l'atome de chlore, départ du composé H, libération d'un proton, sulfamide et formation d'acide chlorhydrique HCl. Donc l'intérêt des sulfamides, c'est une molécule importante au niveau biologique. De nombreux médicaments possèdent cette fonction, qui possèdent eux-mêmes des fonctions hypoglycémiantes, antibiotiques, diurétiques. Donc, c'est d'ailleurs, ça peut être un exemple d'application de la chimie organique d'ailleurs dans le milieu de la pharmacie ou du médicament. Donc, nous avons des antidiabétiques oraux, notamment pour les diabétiques de type 2, c'est-à-dire ceux qui sont non insulino-dépendants néanmoins au début, parce que vous savez sûrement qu'il y a des diabétiques de type 2 qui, une fois que la fonction pancréatique est totalement épuisée, peuvent dégénérer sur un diabète de type 1 et devenir insulino-dépendants, générant l'arrêt des antidiabétiques oraux pour passer à des injections d'insuline, en analogue rapide, analogue lent ou intermédiaire. Donc, dans ces antidiabétiques oraux, on a notamment des antidiabétiques oraux possédant cette fonction du coup sulfamide, qui peut être notamment responsable d'allergie. Et quand on aura un patient qui fera une réaction allergique, donc qui peut se manifester aussi bien par une manifestation allergique cutanée, un érythème ou un œdème de Quick, que par une réaction allergique générale comme un choc anaphylactique, il faudra faire attention à ne pas donner également des antibiotiques ou des diurétiques qui possèdent également cette fonction sulfamide, parce qu'il y a un risque d'allergie croisée, c'est-à-dire que le patient détecte cette fonction sulfamide comme étrangère et ne tolère aucun motif chimique dans aucune molécule. Donc les antibiotiques, vous avez du coup les sulfamides antibiotiques et les apparentés, qui sont encore des molécules un peu utilisées, surtout pour les cystites, les pyélonéphrites au niveau des infections urinaires. Et vous avez les diurétiques, donc c'est tout ce qui va être hydrochlorothiazide, donc utilisé pour augmenter la diurèse, donc l'élimination d'urine dans l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, etc. Donc c'est donc un motif chimique qu'on retrouve dans de nombreuses classes thérapeutiques également. Donc, on va voir ici la réaction spécifique des ammoniums quaternaires, et je crois qu'après, on a fini. Donc, l'élimination, il est quelle heure? Ça va. L'élimination de Hoffmann, réaction très importante, il faut la comprendre, elle est dure. Donc, vous avez l'hydroxyde d'ammonium, donc c'est ici, et l'action d'hydroxyde d'argent AgOH. Donc, la réaction, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai un ammonium quaternaire. N+, stabilisé dans le milieu par un atome de chlore. Je fais agir mon hydroxyde d'argent. En faisant agir mon hydroxyde d'argent, en fait, je vais substituer la charge ionique Cl- par OH-. Ça me permettra de réaliser mon élimination d'Hoffmann. J'obtiens mon atome de chlore qui précipite avec mon atome d'argent. C'est parfait, je m'en débarrasse. L'élimination de Hoffmann, c'est celle-ci, avec un ammonium quaternaire stabilisé par un hydroxyle ionique. Si je le chauffe, je vais obtenir plusieurs composés distincts. Déjà, je vais obtenir un alcène, une amine tertiaire et de l'eau. Là où c'est hyper compliqué, c'est qu'au concours, c'était souvent tombé que, par exemple, le R, on vous marque directement la chaîne, je ne sais pas, ça peut être une chaîne hydrocarbonée en 4, en 5, en 6. Du coup, à chaque fois que vous avez R, ici, vous avez une chaîne hydrocarbonée et il vous demandait au concours de nommer cette chaîne. C'est-à-dire de vous dire, là, on obtient précisément, je ne sais pas, le 6-méthyl, alcène de in, je ne sais pas quoi. Voilà, il fallait savoir précisément comment se passait le mécanisme réactionnel pour pouvoir nommer le composé final. Du coup, c'est une forme de déshydratation intermoléculaire. Vu qu'en présence de chaleur, je vais avoir ici, en fait, la rupture de cette liaison N-C, un mouvement mésomère qui va permettre de former, selon justement pas la règle de Zaïtsev, on va en parler, un alcène. Et après, ici, je vais du coup obtenir un amine tertiaire, sauf que du coup, il est sous forme ionique, N plus OH-. Donc, pour le stabiliser dans le milieu réactionnel, on va donc ici permettre le détachement d'une charge qui formera ici H2O avec mon hydroxyle. Donc, si on chauffe cet ammonium quaternaire, il évolue vers la formation d'un alcène. Donc, c'est une élimination. Il se forme aussi de l'eau et un triméthylamine. C'est une exception de la règle de Zaïtsev, la seule que vous devez savoir pour la PACES. La régiosélectivité va vers le sens de formation de l'alcène le moins substitué cette fois-ci.
encombrement stérique, il y a une seule possibilité d'attaque, c'est-à-dire que la règle de ZCF ne s'applique pas, dans le sens où ici, l'encombrement stérique, je ne sais pas si c'est une notion claire pour vous, mais c'est pour dire que vous en entendrez surtout parler en enzymologie également, c'est la place moléculaire que prennent des atomes dans un espace physique donné. Par exemple, ici, si je devais attaquer mon atome d'azote, c'est très encombré par le fait que les orbitales moléculaires de tous les groupements radicaux intermédiaires, subsidiaires, encombrent cet accès-là. Du coup, il y a un fort encombrement stérique qui ne permet pas de former l'alcène le plus substitué. On formera au contraire l'alcène le moins substitué, c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné à l'atome d'azote, formant ainsi cet alcène. C'est donc une exception à la règle de Zaïtsev. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, des QCM. Un QCM de cours sur les amines, je vous laisse réfléchir. Vous mettez quoi? CD. Ouais, pas mal, il en manque un. Non, pas la E. Pour une amine secondaire, et l'amine. BCD, ouais, c'est ça. Donc, ils peuvent tous posséder des énantiomères et des activités optiques. On a vu non, c'est le phénomène d'inversion avec le doublet non liant de l'azote, qui du coup, c'est une inversion optique qui ne permet pas de former des composés optiquement actifs, hormis pour l'ammonium quaternaire, qui dépasse la valence de l'atome d'azote avec 4 liaisons. Donc la A était fausse. La B, ils peuvent former des liaisons hydrogènes. Oui, je vous ai dit que c'était plus difficile qu'avec les alcools, mais c'est néanmoins possible. Plus difficile en raison de l'électronégativité de l'atome d'azote inférieure à l'électronégativité de l'atome d'oxygène. La réaction nucléophile d'alkylation est commune à tous les amines. Oui, je vous rappelle que c'est ce gros schéma qu'on a vu. C'est le même procédé réactionnel de l'amine primaire à l'ammonium quaternaire. C'est pour ça qu'on a un excès de CH3I, j'ai une alkylation en chaîne qui amène directement à l'ammonium quaternaire. Ensuite, la D, une amine primaire réagit avec une cétone, il se forme une imine. Oui, c'était cette réaction. Amine primaire, cétone, imine. Mais néanmoins, pour former l'énamine, c'est une amine secondaire. Donc la réponse était BCD. A faux, seul l'ammonium quaternaire le peut. Il y a 2 énantiomères. Donc B vrai, l'atome d'azote est très électronégatif. Souvent, ces liaisons hydrogènes sont moins résistantes que celles formées entre un hydrogène et un oxygène pour un alcool. Et donc là, c'est faux, il faut que ce soit une amine secondaire. Je vous ai rappelé ici les formules. Pour un imine, c'est C double liaison N. Énamine, c'est NC double liaison C. Maintenant, cette réaction, je vous laisse réfléchir sur cette séquence réactionnelle.
CE. Ouais, très fort. Donc là, je vous ai mis, alors oui, je vous avais substitué à la place, c'est pour vous montrer ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces groupements R. Je vous l'avais substitué par des groupements un peu plus complexes. Ça peut perturber, mais il ne faut pas que vous vous laissiez perturber. C'est pour également vous montrer à quoi ressemble plus la chimie orga, entre guillemets, dans la vraie vie. Bon, même si je suis resté sur des structures relativement simples. Ici, vous avez une pyrazine, un site benzénique avec 2 azotes. Ici, vous aviez un groupement benzénique substitué par une amine. Donc, pareil, pour ceux qui feront la spécialité pharmacie au 2e semestre, vous travaillerez principalement avec des hétérocycles et des cycles benzéniques. Donc, voilà. Mais ça peut quand même tomber, vu que ici, c'est une réaction quand même 2S1, passe S, vu que vous avez ici une amine primaire, l'atome d'azote lié à un composant. Ici, vous reconnaissiez le chlorure de sulfonyle. Donc, la molécule 1 est un thiol faux. Un thiol, c'est si jamais j'avais SOH. Un thioéther, parce qu'il faut savoir que thio, en général, ça fait référence au soufre. Hein. Donc, thioéther, non. La molécule 1 est un sulfamide, oui, vu que j'ai cette réaction de mon atome d'azote qui va attaquer mon sulfamide, départ de mon atome de chlore Cl-, qui va capter un proton de l'amine, formation d'acide chlorhydrique et d'un sulfamide en 1. Et donc, la molécule 1 est potentiellement une molécule pharmacologiquement active d'un point de vue infectiologique. Oui, c'est la sulfadimidine qui est un antibiotique. Donc, A, faux. B, faux, c'est vrai. D, faux, un chlorosulfonyle est utilisé dans cette réaction de sulfonation. Vrai, le cours évoque 3 fonctions biologiques que peuvent posséder des sulfamides, hypoglycémiante, antibiotique et diurétique. Pour information, il s'agit d'une sulfadimidine qui est un sulfamide d'action rapide, bien absorbée par la muqueuse digestive. Elle est couramment utilisée comme agent antibactérien lors d'infections à germes sensibles. Parce qu'en fait, dans les sulfamides en antibiotiques, vous avez les sulfamides d'action rapide, sulfamides d'action lente. Et cette molécule est particulièrement utilisée pour les infections à germes sensibles hospitalières documentées. Elle fait partie des antibiotiques qui sont soumis à une épargne, c'est-à-dire qu'on utilise après résultat de l'antibiogramme, une fois qu'on a cerné le germe, vu qu'il y a un développement rapide de résistance bactérienne. Et la dernière, pour finir, je vous laisse réfléchir. Donc, une idée? C, E, C, D. Ah, faut choisir. Hein. Ah non, tu avais répondu CE avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. CD, non, tout faux. E, déjà. AB, tout faux. C'était que la E. Bon, j'avoue, elle était dure, celle-là. Donc, du coup, cette chaîne de réaction est la dégradation d'Hoffmann. Faux, c'est l'élimination de Hoffmann. Donc, ce n'est pas un piège particulièrement pourri parce que, en fait, la dégradation de Hoffmann,
On le verra peut-être ensemble, mais c'est une autre réaction qui porte sur les acides carboxyliques et les dérivés d'acides. La dégradation de Hofmann, celle qu'on a vue, c'est l'élimination de Hofmann, c'est ce que je vous mets là. Donc la transformation de 1 en 2 suit une réaction de décarboxylation. Alors déjà, je vous ai dit, à chaque fois, on ne regarde pas les questions, on essaye de trouver les composés. J'ai ici un ammonium quaternaire que j'ai bien substitué avec Cl-. Je vous ai dit que cette réaction, elle ne pouvait pas se produire quand mon ammonium quaternaire était avec un chlore. Je ne peux pas faire mon élimination d'Hofmann dans cette condition-là. Il faut que je passe par la formation du coup d'un ammonium quaternaire qui est sous forme ionique avec un anion qui est l'OH-. On a vu qu'on faisait agir l'AgOH en présence d'eau. Ici, je vais donc obtenir la même molécule que là, sauf que du coup, j'aurai ici OH-. Après, je chauffe, je peux utiliser l'élimination de Hofmann. Je vois que j'ai de l'eau, je vois que je forme NCH3,3, donc du coup, c'est bien mon triméthylamine. Donc le 2, c'est la formation d'un alcène, c'était cet alcène-là. Donc en 1, ici, vous avez le tétraméthylammonium hydroxyle, ce que je vous ai dit. Et en 2, j'ai l'ex1N. Donc A faux, c'est l'élimination de Hofmann. La dégradation de Hofmann est une réaction de décarboxylation d'amide. B faux, voire l'item A, donc c'était quoi déjà? C'était oui, voilà, la transformation de 1 en 2, c'est une réaction de décarboxylation, non. Il n'y a pas de perte de carbone par dégagement de CO2. La molécule 2 est l'alcène le plus substitué possible, bah, vous voyez bien que non. Cette réaction est une exception de la règle de Zaïtsev, c'est-à-dire que la régiosélectivité va vers le sens de formation de l'alcène le moins substitué en raison de l'encombrement stérique. Il y a une seule possibilité d'attaque. Du coup, défaut, il s'agira de l'ex1N. Vous voyez qu'ici, voilà ma déshydratation. En toute logique, si je suivais la règle de Zaïtsev, vous m'aurez dit, je ne sais pas, pour avoir l'alcène le plus substitué, voilà, j'aurais pu mettre ma double liaison dans la chaîne intracarbonée, alors que là, je la mets à l'extrémité pour former l'alcène le moins substitué. Si je le mettais ici, ça m'aurait donné exactement la même molécule, l'ex1N. Et donc, l'ozonolyse réductrice de O3ZN sur 2, donc sur mon alcène suivi d'une hydrolyse, conduit bien à 2 aldéhydes, ozonolyse, et en plus avec le zinc qui permet de stopper ma réaction avant d'être dégradé en une molécule d'aldéhyde et en une molécule d'acide carboxylique, 2 aldéhydes. Bon, donc du coup, je vous ai traité ce que je voulais vous traiter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières sur le cours? Non, Est-ce que ça vous a plu? C'était pas trop long, non, pas trop dur? non, ça va, c'était pas trop dur. Moi j'ai Enfin, une un peu question, dur, mais pas monsieur. trop long. Ouais, un peu dur, pas trop long. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait? Ouais, moi j'ai une question. Du coup, dans les QCM, exactement, il y aura quoi? Enfin, vous pouvez citer quelques exemples de questions qu'il pourrait y avoir? Type concours? Ouais, type le vrai concours, le vrai examen. Type le vrai concours, alors c'est un peu les QCM que je vous mets, hein. Ça, c'est des QCM qui pourraient tomber au concours, hein. Grosso modo, en chimie organique, vous avez quoi? Vous avez tout le temps des réactions. Au début, vous avez sur tout ce qui est les effets inductifs, les effets mésomères, comme je vous ai proposé au concours blanc. Ça, c'est des classiques, c'est type concours. Vous avez toujours des questions de stéréochimie. C'est souvent des questions comme ça, avec plusieurs molécules où il faut faire un peu de raisonnement. Ça peut être plus ou moins dur, mais bon, grosso modo, c'est tout le temps à peu près la même histoire. Vous pouvez avoir des questions de nomenclature. On vous met plusieurs items pour nommer une molécule. Ça, j'avais pensé à vous en mettre un au concours blanc, mais je me suis déchauffé. Ensuite, vous avez beaucoup des questions de cours, pas de réaction, juste des items de cours, comme je vous ai proposé pour l'alcane, comme je vous ai proposé pour l'alcool, comme je vous ai proposé pour l'amine. Ça, c'est type concours. Et après, vous avez les séquences réactionnelles en fonction des familles. Donc, ça peut très bien être trouver un substituant comme ici. Vous pouvez en trouver 2. En général, au concours, vous n'aurez jamais à trouver plus de 2 substituants, peut-être 3 s'ils se chauffent, mais bon, c'est relativement rare. Et après, les items qui tombent, c'est souvent ça. Alors, on peut très bien vous demander du coup de nommer les substituants qu'on trouve. On peut vous demander des caractéristiques générales de la séquence réactionnelle, nommer le nom de la réaction. On peut vous demander de citer des réactifs, savoir si vous avez compris à peu près qui réagit avec quoi, comme là, par exemple, en faisant des pièges sur les agents halogénants, etc. On peut vous poser des items pour voir si vous avez bien compris les grandes propriétés de la classe.
voyez, là, ce n'était pas les propriétés électrophiles, c'était nucléophiles. Et on peut aussi vous poser des items sur les autres types de grandes réactions qu'on pourrait faire à partir des composés obtenus, comme par exemple cet item-là, voilà, on fait agir ça sur 2, ça conduit à ça. Après, en général, ils sont un peu fourbes au concours parce que, par exemple, je ne sais pas, imaginons que là, je ne sais pas, vous ayez été tenté de répondre que c'est un alcane, parce qu'en général, ils ont capté les preuves que c'est des trucs sur lesquels les étudiants se plantent souvent. Et ben, en item, j'aurais pu vous poser des questions sur les alcanes. J'aurais pu vous dire, par exemple, le composé 2 peut subir une réaction d'halogénation radicalaire avec propagation de radicaux et tout. L'item vous paraît juste, vous pensez que c'est un alcane, ça vous embrouille, vous répondez vrai, bah, c'est faux. D'où l'importance de ce que je vous ai dit. Dès que vous avez un item de chimie orga, vous masquez les questions, vous cherchez directement vos composés. Alors au concours, c'est vrai qu'il faut gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de les redessiner comme j'ai fait là, parce qu'il faut aller vite. Mais vous pouvez griffonner rapidement, etc. Et après, vous passez aux questions, et c'est comme ça qu'on fait presque pas de temps en chimie orga, quoi. Donc, type concours, ouais, c'était surtout votre concours blanc, c'était type concours à 100%. Vos QCM alcool, c'est concours. Et les QCM amines, ils étaient peut-être un peu plus durs. Non, ça, c'est une question de cours, ça peut tomber. Après, j'avoue, des structures comme ça, non, ça tombera pas. Et ça, c'était inspiré d'un truc qui était déjà tombé en anal aussi. Donc bon, je pense que je vous ai proposé une petite panoplie des différentes questions possibles. D'autres questions? Non. Non, bon, bah, je vous remercie du coup pour votre attention. Je vous souhaite un bon dimanche, reposez-vous bien et on se retrouve peut-être bientôt pour continuer la chimie orga ou sur d'autres modules pour changer, ça fera aussi du bien. Travaillez bien, pensez à faire vos petites fiches de chimie orga si vous voulez prendre de l'avance utilement et bon courage pour le lycée. Merci à toi aussi. Allez, je vous Merci. remercie. Bon dimanche. Au revoir. Bonjour. Oui, J'aurais juste une question par rapport aux fiches. oui. Sur les fiches, vous nous conseillez de mettre que les réactions en rouge dans le polycopier. Ouais, c'était les fiches. Ah bah attends, je vais mettre la caméra. Je sais pas, vous me voyez là ou pas? Oui. Ouais, parce que moi je me vois pas. Bon, attends. Du coup, c'était les trucs que je vous avais envoyés, enfin que je vous avais montré au dernier cours, quoi. Donc, essayez de faire, par exemple, là, tu vois, si je prends les alcools, qu'est-ce que j'avais fait? Voilà, tu vois, là, sur les alcools, moi, j'avais refait une fiche, tu la vois ou pas? Oui, oui. Bah voilà, tu avais une fiche avec les propriétés générales, alcool primaire, secondaire, tertiaire, des trucs de nomenclature, des trucs un peu de cours sur la réactivité, bien les savoir, etc. Donc ça, c'est sur toutes les premières diapos d'intro. Euh, Faire également des fiches sur les grandes propriétés de la classe. Tu peux faire sous forme de carte mentale comme j'avais fait. Ok. Et après, tu peux faire tes fiches. Moi, je les avais faites de cette manière-là. Tu vois, par exemple, si je t'en montre un bien, où j'écrivais bien. Par exemple, tu vois, là, voilà, substitution nucléophile bimoléculaire. J'avais juste marqué mes réactifs. Et derrière, une flèche. S'entraîner à trouver les produits, les redessiner. Derrière, j'avais mon produit. Et après, j'avais des informations sur la réaction. J'avoue, j'en avais beaucoup marqué. Je m'étais même réchauffé à marquer le mécanisme d'action, mais vous n'êtes pas forcément Ok. obligé. Vous pouvez marquer que, par exemple, ion sodium, carbocation, une étape, deux étapes. Vous n'êtes pas obligé de vous chauffer autant. Voilà, grosso modo, c'est ça. Après, les fiches, elles n'étaient pas tout aussi chargées, tu vois. Genre là, voilà, tu vois, l'équilibre cétoénolique, bah voilà, tu retournes, j'avais mes produits, j'avais Ok. mes trucs. Ça, c'était comment j'avais fait
au final de la PACES au premier semestre. Et j'avais préféré la manière dont je l'avais fait pour l'aspect format, parce que je trouvais que c'était plus clair, mais c'était plus dur aussi, où j'avais fonctionné comme ça. C'est une autre façon de les faire. Tu vois, là, par exemple, tu as quoi? Tu vois, par exemple, ouais, mais putain, il faut que je trouve un truc qui soit clair, parce que là, c'est pas clair du tout. Ah, voilà, tu vois. Par exemple, pour l'aspect format, tu vois, par exemple, j'avais fait ça juste avec le titre de la réaction, les propriétés chimiques des nitro-aromatiques, propriétés du noyau aromatique, substitution électrophile, chloration du nitrobenzène. Et à partir de ça, je devais retrouver ma séquence et j'avais tout mis derrière D'accord. avec des infos, tu vois. Donc, tu as plusieurs Ok. manières. Donc, bon. Mais essayez, quoi, sur les fiches Bristol, ça prend un peu de temps. Mais bon, là, vu qu'on n'a pas cours de Chinurga tout le temps, vous avez le temps de ficher, d'en faire un peu tous les jours, ça peut être pas mal, quoi. En plus, c'est pas forcément des choses qui vont changer quand vous passerez le concours l'année prochaine, donc c'est sûr que c'est Oui, oui. sûr, quoi. Voilà, voilà. On est bon? Très bien, merci. Allez, à plus. Bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir.